Nous poursuivons cet après-midi. Marie-Ève Bouillon nous avait donné un avant-goût de la collection du musée Nicéphore-Niepce. Et maintenant, nous avons hâte d'écouter Sylvain Besson, le directeur des collections du musée Nicéphore-Niepce, qui va nous parler de façon plus approfondie de cette collection autour de, ce fonds autour de la photographie ambulante représentée dans les collections du musée. Merci Anne pour cette magnifique introduction. Et puis merci à Emmanuel et Bertrand pour cette invitation et aux archives de nous accueillir. Et je voulais remercier particulièrement l'Institut pour la photographie qui, pour faire la publicité de cette journée, a utilisé une image issue des collections. Donc merci pour Chalon-sur-Saône. Je vais être beaucoup moins savant que tous mes prédécesseurs aujourd'hui. Je vais vous présenter les collections du musée de manière générale et en particulier autour de la question de la photographie ambulante comme une sorte d'appel du pied pour vous accueillir tous chez nous. Parce qu'effectivement, je pense que le musée porte un nom improbable qui est celui de l'inventeur de la photographie, Nicéphore Niepce. Et il est vrai que Nicéphore Niepce n'ayant fait qu'une seule photographie dans toute sa vie et qu'elle n'est pas conservée à Chalon-sur-Saône, le musée aurait pu avoir 2 jours d'existence et s'arrêter là, mais le génie de mes prédécesseurs et des 2 premiers directeurs de cette institution fut de s'intéresser par l'invention à Chalon-sur-Saône à toute la photographie, rien que la photographie, qu'elle soit réalisée sur papier, sur métal, sur n'importe quoi, et ensuite diffusée, imprimée. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vous parle là, aujourd'hui, devant vous. Je me pose aujourd'hui devant vous comme le directeur d'une collection qui n'a pas de limite en termes temporels, techniques, d'usage, et qui a vocation à s'interroger sur le photographique en règle générale. Et donc c'est une collection sans fin que nous conservons donc quai de Saône, à Chalon-sur-Saône. Donc c'est jamais très impressionnant. J'ai encore fait une visite des réserves il y a 10 jours à quelqu'un qui m'a dit « mais finalement tu ne me fais que me présenter des boîtes ». Et effectivement, le musée, officiellement, c'est 4 millions de photographies, c'est 16 000 appareils photographiques, c'est 40 000 livres ou revues. Ça, c'est les chiffres officiels. Alors, comme c'est pas enregistré, pas filmé, on va dire c'est les chiffres officiels, mais les chiffres officieux sont beaucoup plus impressionnants. Chaque année, nous accueillons entre 1 et 5 fonds de photographes pleins et entiers, ce qui représente, suivant la nature et la période d'activité du photographe, entre 200 000 et 1 million de phototypes par an dans les collections. Donc comme on conserve à peu près 70 fonds de photographes, vous imaginez bien que le 4 millions de phototypes est largement sous-estimé. Donc je vous le disais, tout usage, toute technique, toute époque, en fait on s'intéresse à la photographie depuis un peu avant la photographie, avec les premiers procédés qui utilisent la lumière pour produire des images, je pense aux silhouettes par exemple, enfin des choses comme ça, jusqu'aux smartphones et les images numériques produites aujourd'hui. Je parlais des fonds de photographes, aujourd'hui il y a des photographes vivants qui nous confient leurs archives, en fait ils nous confient des disques durs, et à nous de trouver le moyen de les conserver. Ad vitam aeternam, car c'est ça d'abord la mission d'un musée, la conservation et la transmission. Donc le point de départ, effectivement, c'est Nicéphore Niepce, je vous l'ai dit, qui a inventé la photographie, suivant les historiens qui en parlent, entre 1816 et 1827. Aujourd'hui, le ministère de la Culture a décidé que c'était 26-27, donc on va s'en tenir à ces dates qui sont plutôt justes. En bas à gauche de cette vignette, vous avez le point de vue du Gras, qui est la première photographie avérée au monde, en tout cas le premier essai réussi et conservé réalisé par Nicéphore Niepce. Et surtout, au-delà du fait qu'il a réussi à fixer l'image qui se forme dans une caméra obscura, il a aussi inventé un procédé de reproduction. Une photogravure, une héliographie plutôt, où vous avez le seul exemple complet du procédé qui est conservé à Chalon-sur-Saône. Et en fait, ce point de départ, la photogravure inventée par Niepce, est le point de départ de la collection du musée. Et donc nous conservons et nous collectionnons et nous intégrons aux inventaires tout ce qui peut être imprimé. Donc les magazines, 90% de la production professionnelle photographique du XXe siècle était de la commande destinée aux magazines. Donc l'objet final, c'est le magazine et nous conservons les magazines en tant qu'objet muséographique en soi.
Et puis Marie-Ève parlait évidemment avec brio de la collection Combier, qui est une des toutes premières acquisitions du musée. Le musée est créé en 1974. En 1975, la collection Combier arrive, à une collection d'1 million de phototypes, plus les archives attenantes qui sont arrivées au compte-gouttes. Petit appel, Marie-Ève a beaucoup travaillé dessus, mais tous les autres chercheurs sont invités à venir travailler sur ces archives commerciales, marketing, enfin n'importe quoi, tout ce qui a pu avoir comme production d'archives pour cette entreprise n'ont jamais été dépouillés, à part cette intervention pour l'exposition de Marie-Ève et de Valérie aussi. Voilà, donc c'est une petite introduction sur Niepce, mais pour vous dire que donc, quand on s'intéresse à tout, on s'intéresse à tout. C'est-à-dire que ici, vous avez des chambres à daguerreotypes, des Rolleiflex, un magnifique appareil que j'aime beaucoup, qui est un des chefs-d'œuvre du musée, qui est celui consacré à Johnny Hallyday. C'est-à-dire que vous prenez quelqu'un en photographie, en fait, quand vous faites le tirage, vous avez Johnny à côté du sujet. Et on le trouve sur eBay, hein, pas très cher. Des coques de smartphone. Alors cette coque de smartphone, en plus, c'est un petit chat qui se mord la queue. Vous avez une image iconique de Che Guevara qui est reproduite sur une coque de smartphone. Et avec un smartphone, vous faites de la photographie. Et aujourd'hui, beaucoup de photographes d'actualité couvrent l'actualité avec des smartphones. Je ne vous parlerai pas de Donald, que j'ai eu l'outrecuidance de placer à côté d'un Leica de 33. Mais voilà, c'est ça la collection du musée, c'est cette diversité des usages et des pratiques. Voilà. Et donc, le musée conserve aussi énormément et accueille avec beaucoup de bienveillance des fonds amateurs, énormément de fonds amateurs. Les gens ne croient pas, mais en fait, c'est tous les jours, des gens déposent des sacs à l'accueil du musée, déposent des valises de photos, déposent des négatifs, on ne sait plus quoi en faire. Et on garde et on regarde tout. Donc c'est aussi cela qui explique le taux d'expansion des collections. C'est qu'en fait, n'importe qui fait de la photographie, tout le monde fait de la photographie, il n'y a pas besoin d'être artiste ou opérateur professionnel pour être photographe. Vous en faites, j'en fais. Et c'est même la majorité des photographies qui sont produites dans le monde, c'est des photographies amateurs. Donc on les conserve, on les regarde, on les étudie. On a des bonnes surprises, par exemple ce chien qui mange devant de grandes figures communistes, c'est une photographie 10-15 couleurs que j'ai trouvée en achetant un livre à Emmaüs. Et elle servait de marque-page. Voilà, donc il faut vraiment tout regarder et être très curieux. Donc je passe un peu vite sur les photographies amateurs ou des photographies professionnelles. À gauche, une photographie de studio, un portrait mortuaire, où là, l'opérateur, on ne va pas dire qu'il est ambulant, mais en tout cas, il s'est déplacé. Des jeux photographiques, j'en passe et des meilleurs. Je suis assez fan de la photographie en bas à droite. Je ne sais absolument pas ce qu'a voulu faire le photographe, mais c'est une photographie qui nous amuse beaucoup. Et en haut à droite, ce tirage animalier, en fait, pour ceux qui connaissent un peu les pratiques commerciales, c'est une image qui a servi pour les petites chemises avec lesquelles le photographe de quartier vous rendait vos négatifs une fois développés, tirés. Donc je passe, fond Combier, je passe très vite parce que Marie-Ève a tout dit, enfin a dit beaucoup. Un autre fonds qui représente beaucoup de photographies chez nous, c'est le fonds Sartoni. Sartoni, c'est une agence d'illustration qui a envoyé des opérateurs un peu partout sur la planète et qui a ramené toutes les photos de sous-bois possibles et imaginables, toutes les photos de coucher de soleil possibles et imaginables. En fait, tout ça pour décorer, enfin illustrer des calendriers des postes, par exemple. C'est l'ancêtre d'une banque d'images d'aujourd'hui qu'on peut trouver sur Internet, avant l'invention de l'IA. Je continue avec des albums de famille. D'autres photographies trouvées dans un livre à Emmaüs, notamment ce magnifique couple endormi dans un canapé. Ici, un album d'un amoureux consacré à son amoureuse, et à droite, un amoureux qui visiblement ne l'est plus, qui a été soigneusement découpé par l'épouse. Enfin, tout ça pour dire qu'au milieu de ces milliers de photographies qui arrivent au musée tous les jours, il est parfois très difficile de distinguer ce qui relève de la photographie ambulante de ce qui n'en relève pas. Par exemple, ici, très clairement, ce n'en est pas, parce qu'en fait, on a quelques traces qui ont accompagné cette donation d'une centaine de clichés comme ça, où étaient composés 3 portraits collés les uns aux autres, maintenus ensemble par une petite bande noire. C'est clairement une pratique amateur de quelqu'un qui photographie toujours ses amis au même endroit, devant leur maison.
mais qui restent intéressants. Mais comment les distinguer de photographies comme celle-ci qui, à vous écouter aujourd'hui, me le confirme, c'est bien le fait d'un photofilmeur qui avait posé son appareil, enfin qui avait son appareil sur le trottoir et qui photographiait les gens qui passent. Donc on a ces traces-là, parfois dans des fonds amateurs. Vous avez très clairement des images faites par papa qui photographie, maman qui passe et les enfants qui passent, parce qu'on est en train de se balader près d'un parc ou à côté d'un monument. Et puis tout d'un coup, on a une série de 2-3 clichés dont on retrouve le motif dans un fond amateur à côté. Mais ça demande un effort de mémoire assez redoutable. Et puis il faut compter, et là je le prends pour nous, c'est-à-dire qu'il faut compter aussi sur la vigilance des documentalistes qui décrivent ces images quand ils arrivent dans les collections pour les décrire dans la base de données. Il n'est pas forcément évident que tous les collaborateurs qui travaillent avec nous identifient que finalement il y a plusieurs clichés pris au même endroit et ce motif répétitif qui permet d'identifier que c'est une production d'un photofilmeur et pas celle d'un amateur. Et là encore, on parle de porosité, etc. Mais enfin, c'est très difficile à identifier, en fait. Moi, pour préparer cette intervention, j'ai écumé les fichiers sans les mots-clés. J'ai écumé les mots-clés de notre base de données pour pouvoir identifier les photographies qui pourraient répondre à la demande d'Emmanuel quant à ma sollicité. Et c'est extrêmement difficile. Juste petit aparté, hein, vous donnez à indexer une photographie à 10 agents différents, de cultures différentes, de langues différentes, etc. Vous avez 60% de mots-clés descriptifs en commun, 40% qui diffèrent. Donc derrière, quand vous êtes un iconographe qui va chercher des photographies dans une base de données, imaginez, il faut penser à tout. Et moi, j'explique à mes collaborateurs que quand ils mettent un mot-clé, ils doivent se poser la question, est-ce que ce mot-clé va intéresser le chercheur quand cette image-là va sortir ? Oui. Donc c'est un jeu extrêmement difficile qui rend difficile la réponse à la question d'aujourd'hui. Voilà. Après, on a des surprises, hein. Je le disais tout à l'heure à l'heure du déjeuner. On conserve le fond d'un photographe qui s'appelle Étienne Sved, qui a énormément photographié l'Égypte et ses monuments, a travaillé avec Cocteau, a publié un livre qui s'appelle L'Égypte face à face, où il met en regard les profils égyptiens d'aujourd'hui avec des êtres humains et les profils égyptiens d'hier avec les motifs que l'on peut trouver dans les pyramides ou dans les hiéroglyphes. Au milieu du fond de Contact 66, on a trouvé cet opérateur. Et en fait, pour tout vous dire, j'ai trouvé cette image numérisée depuis 15 ans dans les collections. Je l'ai identifiée qu'il y a 3 semaines, quoi. J'avais jamais fait attention qu'on avait cette photographie dans le fond. Je reviens un petit peu sur la constitution des collections. Ce qui a servi de moteur au départ à la constitution des collections, c'est que le premier directeur du musée a bénéficié d'importantes donations au tout début du musée par des gens qui avaient constitué des collections encyclopédiques qui retraçaient toute l'histoire de la photographie, que ce soit des appareils ou des images. Et du coup, on va dire les 400 000 premiers clichés qui ont intégré les collections, en dehors du fonds Combier, sont le fait de gens qui avaient un certain goût, une certaine appétence pour un certain nombre de choses. Et par exemple, certains d'entre eux collectionnaient ce genre de choses. Petit ferrotype, souvenir de Versailles. Le format, il est 4x5. Il y en a une petite dizaine. Là encore, on a eu de la chance et à ma connaissance, ce sont les seuls exemples de petits ferrotypes avec ce décor que nous conservons dans les collections. Il a intégré les collections en 1975. Mes prédécesseurs, et ce qu'on essaye de poursuivre, ça ne veut pas changer, si, j'étais trop vite du coup, ont eu peut-être la chance, je ne sais pas si on en trouve encore, si on en trouve encore évidemment, mais d'acquérir un certain nombre de décors pour ferrotypes vierges avant que soient mis le ferrotype, comme s'ils avaient eu accès à l'archive de ces petits studios mobiles de foire. Et je vais quand même vous donner un exemple avec un ferrotype dedans. Je ne sais pas si on voit grand-chose, si on les voit quand même, ce joli couple. C'est un fond que tu dois connaître. Voilà. Et celui-ci aussi, petit corpus arrivé dans les années 80 de 5 ou 6 ferrotypes d'un photographe allemand dont on ne sait rien. Parce que malheureusement, toutes ces primo-acquisitions sont très peu documentées.
les collectionneurs qui les ont accumulés dans leur propre collection, quand ils nous les ont transmises, déjà eux ils étaient morts, donc c'est pas vraiment eux qui nous les ont transmis, et surtout les archives attenantes avaient évidemment disparu, s'il y en avait, on ne le saura jamais. Donc c'est des objets que nous recherchons encore, évidemment, à étoffer la collection, mais mes prédécesseurs ont aussi eu à cœur d'acquérir toute cette publicité que l'on peut trouver dans les magazines. Mais, par exemple, je pense à un collectionneur dont j'ai oublié le nom, mais ça reviendra peut-être plus tard. Lui a systématiquement découpé dans toute la presse de la fin du 19e et du début 20e toutes les publicités qui pouvaient parler de photographie. Et pour préparer cette intervention, j'ai pu identifier celle qui concernait la photo minute, donc possiblement ambulante, vu qu'on voit bien que le photographe, avec sa cigarette, il me semble, est en train de migrer d'un endroit à l'autre pour réaliser ses photographies. Je vous ai vendu dans le titre de l'intervention qu'on parlait appareil, alors je ne vais pas m'exciter trop dessus parce que je ne suis pas un spécialiste des appareils. Ce que je peux vous dire par contre pour le musée Niepce, c'est que ce qu'on essaye en tout cas dans la conservation mais aussi dans la restitution au public, dans ce qu'on essaye d'expliquer, de montrer au public qui vient au musée, de montrer cette correspondance entre la typologie des appareils, la typologie des images qui sont produites et de les mettre en relation, parce que vous n'avez pas les mêmes types de photographies suivant le type d'appareil que vous utilisez, la technique que vous employez. Et donc, en regard, dans les salles d'exposition permanentes ou temporaires, essayer de montrer cette correspondance entre les appareils et les images produites. J'aime beaucoup montrer ces deux canons photographiques, d'où vient peut-être l'expression « tirer le portrait ». En tout cas, ce sont des appareils à ferrotypie que nous conservons au musée. Emmanuel en a montré cette typologie évidente de la foire avec le tir photographique, avec cette variante à droite où ce n'est pas un simple fusil, mais là, il me semble que c'est quelque chose d'un peu plus performant, qui fait un peu peur. J'ai toujours l'impression que c'est Bourvil qui s'en sert, mais ça ne doit pas être lui. Donc, de nombreux exemples, mais ce qui m'a amusé, c'est de vous montrer que parfois, dans certaines expositions, dans certains endroits un peu prestigieux, on reproduit ce type d'intervention. Ici, à Arles, en 2010, et j'avais un ancien directeur un peu facétieux qui essayait de piquer sur le stand tous ceux qui ne partaient pas avec leurs cibles et leurs clichés. Et donc, nous avons pu en intégrer quelques-uns dans les collections. Merci François. Ensuite, quelques éléments. Je ne sais pas si Emmanuel, dans sa deuxième partie, allait en montrer, mais comme elle n'a pas eu le temps de faire sa deuxième partie, je me permets de montrer ces photobalances qui permettent de fixer le portrait du sujet une fois que son poids sur la balance est bien arrêté. Même si, visiblement, sur la deuxième, en partant de la gauche, il y a eu un bug, parce que ça s'est déclenché, mais on ne saura jamais le poids de cette personne. Ou alors ça a été flouté après, mais ça m'étonnerait. Motif assez rare dans les collections, parce que nous, c'est les 6 seuls que nous conservons, mais peut-être que Rose va m'expliquer qu'il y en a d'autres ailleurs, mais voilà, je le sais. Donc là, on a parlé tout à l'heure de la représentation des photographes comme photographier, qui est un sujet en soi. Effectivement, dans les collections du musée, en tout cas, c'est un motif répétitif, pas seulement les photographes ambulants, pas seulement les photographes de foire. Je suis désolé, du coup, je vais vous montrer une photographie que nous avons déjà vue ce matin. Tout à l'heure, par contre, on a vu une photographie où il y avait ce trompe-l'œil qui était posé devant le stand. Là, vous avez un résultat de son utilisation. Donc le motif du photographe et du trompe-l'œil est assez récurrent. Et cette vignette-là est mal documentée par mes soins, mais elle aurait dû être mieux documentée. Donc c'est un photographe, le photographe anonyme au Liban, donc visiblement un peu ce qui se passe ici, mais nous sommes au Liban, et c'est extrait d'un portfolio édité par la Fondation arabe pour l'image, qui avait invité à Martine Parr à faire un choix, une sélection de 10 photographies dans les archives de la Fondation arabe pour l'image, et de pouvoir financer la Fondation arabe pour l'image en vendant ce portfolio assez cher, vu que la sélection a été faite par Martine Parr. Je trouvais assez intéressant que Martine Parr ait choisi, parmi les 10 photographies du portfolio, 2 photographies de ce type de foire où les gens étaient invités à passer leur tête pour se déguiser en Saint-Exupéry.
Photographie que j'ai découverte dimanche, juste avant d'envoyer mon PowerPoint à l'Institut. Un des plus mauvais photographes représentés dans les collections, il s'appelle Georges Picard. Mais j'essaye, c'est un challenge de toujours mettre une vignette de Georges Picard dans mes PowerPoint, parce que c'est un peu grâce à lui que le musée existe. Il fait partie des pénibles qui ont fait le siège de la mairie de Chalon-sur-Saône pour les convaincre d'ouvrir le musée Niepce, de créer le musée Niepce. Donc voilà. Et du coup, en récompense, il nous a donné son archive. Et voilà, je suis désolé, mais... Et du coup, là, nous sommes aux Galeries Lafayette à Chalon-sur-Saône. Et donc, Georges Picard, entre autres, tenait le stand Photogag au moment de certaines opérations promotionnelles des Galeries Lafayette. Je tiens à préciser que Georges Picard était un studio photographique qui avait un pas de porte, mais qui par ailleurs répondait à toutes les commandes de reportage de l'industrie chalonnaise. Dès que vous installiez une usine à Chalon-sur-Saône, on envoyait Georges Picard. Dès qu'il y avait une sauterie à la mairie pour inviter je ne sais quel ministre, c'était Georges Picard. Et du coup, on ne retrouvait jamais de publier les photos de Georges Picard parce qu'il était vraiment très très mauvais. Petit fond qui est arrivé il y a 2 ou 3 ans. Alors c'est intéressant parce que tout ce qu'on a dit ce matin par rapport à ces photographes pose la question quand même de leurs archives. Où sont-elles ? Effectivement, on peut se demander si une fois qu'ils avaient vendu le tirage, est-ce qu'ils conservaient les négatifs ? Les photographes de studio qui ont un pas de porte ont une obligation de conserver leurs négatifs un certain nombre d'années normalement pour que le client puisse revenir demander un nouveau tirage. Est-ce qu'un photofilmeur avait les mêmes obligations ? Je n'en sais rien du tout, c'est pas du tout ma spécialité. Par contre, des fois, on a des surprises. Il y a donc 2-3 ans, une dame s'est arrêtée à Chalon-sur-Saône avec un carton et nous a expliqué qu'il s'agissait de l'archive d'un monsieur qui s'appelait Aimé Kélus, qui était photofilmeur installé sur la Canebière, qui se faisait appeler Paris Photo, mais je ne l'ai pas vu la semaine dernière. Et pour le coup, ce fonds ne contient pas de négatif, pas de tirage, rien qui témoignerait de son activité de photofilmeur, si ce n'est 400 tirages, où on le voit lui, avec les stars de passage sur la Canebière. En fait, il a conservé un tirage. Voilà. Donc là, vous l'avez avec Raymond DeVos jeune, vous l'avez avec Enrico Macias, vous l'avez avec Eddie Mitchell. Et en fait, j'ai 400 tirages comme ça dans les collections, où le type, une fois qu'il a pris la star qui passait sur le trottoir, a demandé à pouvoir faire un autoportrait, enfin un portrait, que quelqu'un les photographie, tous les deux. Donc c'est un fond assez drôle, assez exceptionnel, totalement inattendu. Pas forcément besoin pour nous de faire de la prospection et d'aller au-devant des fonds, ça tombe tout seul, c'est toujours très agréable. Et c'est sans fin, hein. Enfin, je veux dire, voilà. Là, vous avez... pour les plus jeunes d'entre vous, vous les reconnaissez peut-être pas tous, mais les gens de ma génération doivent être ravis de découvrir ça. Pardon ? Eh bien, je ne sais plus. Moi-même, je ne les connais pas tous. Eh ben, je ne sais plus. Et là, je me dis, j'aurais peut-être dû mettre une légende. Voilà, bon, vous êtes invités à venir au musée. Hein. Je ne les mettrai pas forcément en ligne tout de suite, mais vous êtes invités à venir au musée pour les regarder. Alors après, je vais avoir quelques reproches sur la droite de la salle, mais donc je les ai mis quand même, parce que la brigade mobile de la police est une certaine manière de la photographie ambulante, mais on pourrait discuter. Mais en tout cas, la brigade des gitans à Dijon, la brigade qui vient photographier les gitans à Dijon est une brigade mobile. Ils ont leur roulotte aussi, finalement, ou c'est les roulottes des gitans, probablement. En tout cas, ils sont de passage et ils installent un studio de photographes sur place. Ils prennent les mesures, ils viennent au devant du client, on va dire, nos amis policiers. Mais peut-être on corrigera tout à l'heure ce que je dis. En tout cas, on voit, donc c'est une série de négatifs stéréo. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils sont en stéréo, qu'on peut les voir en relief, et on voit toute l'installation sommaire qui est mise pour réaliser ces photographies. Dans la diversité de ce qu'on peut trouver dans les collections, on a, alors tout à l'heure on en a un peu parlé, mais ces montages de fortune avec le drap posé derrière. Alors ce fond-là est arrivé complètement par accident. On a accepté un fond de négatif pour un sujet bien précis, et en fait il se trouve que les 2 dernières boîtes du carton en fait contenaient ces clichés.
à se demander si c'est le même photographe, mais je pense que oui. Mais à gauche, par exemple, vous avez un simple drame qui est monté sur un châssis. À droite, vous avez un vrai fond peint en une huile sur toile. C'est un fond très surprenant. On ne s'attendait absolument pas à trouver ça, surtout celle du milieu avec son éventail. Fut une étonnante surprise. C'est un fond qui est arrivé il y a moins de 3 mois au musée que j'ai fait numériser immédiatement. Donc je reviens à cette idée parce qu'effectivement j'ai mis un peu le désordre dans mon propre PowerPoint avant de l'envoyer. Donc quelques représentations de photographes photographiants. Donc on a parlé de Doisneau tout à l'heure. Ici 2 clichés de Brassailles, quelques clichés anonymes. Il y en a un devant le Louvre d'ailleurs à gauche. J'égrène, mais c'est vraiment un sujet en soi, le photographe photographié. Quand on reçoit parfois des photographes professionnels ou artistes ou n'importe quoi, on a souvent des représentations du photographe en train de photographier ou du photographe dont on récupère le fond qui a photographié d'autres photographes. Je pense au fond du photographe de mode Jean Moral qui est rentré dans les collections il y a une dizaine d'années. On a 2 très beaux portraits de Jean Moral dans les collections. On a celui fait par Roger Schall et celui fait par Man Ray. Il y a toujours ce motif récurrent dans les archives des photographes. J'arrête 2 fois, je reviens, j'avance. J'avance un petit peu, je ne sais pas comment je suis au niveau du temps. Ça va ? Non, ça ne va pas. C'est la fin, alors du coup je vais un tout petit peu accélérer juste à vous montrer ces clichés. J'avance vraiment très vite parce que bon, celui-ci est très joli. Non, parce qu'il y a un fond dont il faut quand même que je parle, parce que c'est pour ça que je suis venu, donc il faut quand même que j'en parle. Je vais vous parler d'un monsieur qui s'appelle Zilmo de Freitas. Alors, tout s'est passé un petit peu avant que j'arrive au musée. Donc, moi, je peux juste vous raconter le dernier moment, mais j'aime bien raconter cette histoire. Zilmo de Freitas, c'est quelqu'un qui s'est énormément intéressé à la photographie de rue et aux Afghan Box, et à la photographie minute et aux appareils laboratoires. Ce qui fait que l'appareil laboratoire, dans la tête de Zilmo de Freitas, ça commence avec les Afghan Box et ça finit avec le Polaroid. Mais ce n'était pas seulement un collectionneur de ce type d'objets, c'était aussi un collectionneur de livres. Il a collectionné tous les livres où vous aviez un appareil photographique en couverture, par exemple. Il a collectionné tous les objets dérivés autour de la photographie. On a une collection de porte-clés en forme d'appareil photo qui est, à mon avis, inégalée et inégalable. Et donc, ce monsieur remplissait son appartement d'appareils photo, laboratoire et de photographies et de livres, nous appelait, nous vendait la collection, on vidait l'appartement. Ensuite, il re-remplissait l'appartement, il nous rappelait, il donnait, on vidait l'appartement. C'est arrivé 4 fois en tout, et la 5e fois, on n'en pouvait plus, on n'avait plus de place. Ce qui fait qu'aujourd'hui... Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec Zilmo de Freitas, c'est qu'il a conservé et il a réussi à garder des photographes leurs négatifs. On a parfois l'exemple avec le négatif et le positif, mais il a réussi à conserver leurs négatifs. Ce qui est quand même une gageure, parce que quand on voit comment travaillaient certains d'entre eux, le rinçage, c'est un petit seau d'eau pris dans la fontaine du coin, en fait. Donc c'est plutôt mal rincé, mal lavé, et c'est un miracle, entre guillemets, que les épreuves papier soient arrivées jusqu'à nous, qu'elles soient négatives ou positives. C'est vraiment l'idée de la photo minute. Le client repart avec son cliché, le négatif n'a plus d'importance, et il y a peu de chances que le client revienne. Donc c'est pas des documents qui sont faits pour être conservés. Donc pour nous, c'est un vrai challenge maintenant, parce qu'il faut qu'on les transmette aux générations futures. Donc des exemples de négatifs produits par eux, des exemples de cache, etc., etc., et un certain nombre d'appareils qu'il leur a rachetés. Donc aujourd'hui, au musée Niepce, on conserve une 50aine d'appareils photographiques type Afghan Box, 400 Polaroid, etc., etc. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir ces appareils photographiques Afghan Box, qui donc marquaient aussi pour les photographes le fait qu'ils n'allaient plus être en activité. Et ça, c'est assez redoutable. Donc j'espère pour eux que Zilmo de Freitas leur en a donné un bon prix, parce qu'ils cessent leur activité avec ce type d'appareil. Alors peut-être qu'ils vont changer d'appareil, ils en avaient peut-être plusieurs, j'en suis incapable de le dire. En tout cas, nous, on conserve maintenant ces appareils, leurs trépieds, tout le dispositif publicitaire qui entoure ces appareils, mis en place par chacun des photographes. Voilà, quelques exemples. Donc, je ne sais plus comment il a fait, mais enfin, en attendant, Zilmo de Freitas a acquis ces appareils partout sur la planète.
Vous en avez à Cuba, vous en avez en Afghanistan, vous en avez qui viennent d'Espagne, de Grèce, d'Italie, de France. En fait, d'Inde. C'est une collection qui provient de la planète entière. Et surtout, ce qui nous intéresse, et tout le travail est à faire de dépouillement, de numérisation, d'études, c'est qu'il a lui-même photographié tous ces photographes en activité et les a filmés. Alors, il y en a un certain nombre qu'on a numérisé, parce qu'on a fait déjà 2 expositions autour de cette collection. Donc, on a numérisé, on a déjà fait une sélection sur planche contact de numérisation, mais en fait, va falloir tout regarder, tout filmer. On a récupéré quelques films, et il a documenté, alors on n'a pas de traces d'interview par contre, il a documenté en photographie la pratique de ces photographes en 24-36 couleurs. Donc là, c'est quelques exemples en Afghanistan, mais il a documenté à Cuba, il a documenté en Inde, il a documenté en Grèce. Il a édité un ouvrage de mémoire, ou 2. Voilà. Donc, avis aux chercheurs, avis aux étudiants, vous êtes tous les bienvenus. Chalon-sur-Saône est très agréable. Le musée Niepce offre des conditions d'accueil avantageuses. Il ne faut pas avoir peur du brouillard. Voilà. Et il a documenté ces appareils. Alors, nous, on en a produit un écorché, avec des parois invisibles pour pouvoir faire des démonstrations et montrer comment ça fonctionne. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez ce document, mais il a aussi récupéré ce type de documentation sur comment est-ce que vous fabriquez des Afghan Box. Alors, j'aime beaucoup ce titre, Une petite usine à photographie, qui me semble fort à propos. Et sur les films qu'il a réalisés, ce que je vous disais tout à l'heure, les opérations de rinçage, c'est vraiment très très léger. Et la gouaille et l'échange social dont on parlait ce matin est vraiment très important. On le voit dans les films de Zilmo. C'est vraiment une part essentielle de la vie de ces photographes. Excusez-moi, c'est très déstabilisant. Mon téléphone est en train de vibrer dans ma poche. Mais ce n'est pas une alarme. Donc je coupe mon téléphone. Pardon. On arrête. On arrête ? C'est bon ? Eh bien, ça tombe bien. Ouais. Je le savais. Non, si je finis là-dessus, regarde, c'est vas-y. publicités. Non, mais c'est pour les montrer. C'est des publicités qui décoraient. C'est une sorte de caisson qui décorait les appareils de certaines caméras box qu'on a pu conserver, qui sont des enfers à conserver d'ailleurs, parce que c'est des cartons non prévus pour cela, avec des images collées une par une, qui sont parfois d'ailleurs, qui sont la plupart du temps d'ailleurs des photographies qui ne sont pas faites avec des Afghan box. Ouais, c'est pas fait avec voilà. Les mecs font leur pub avec des images faites par d'autres. Voilà. Les photographes sont des escrocs, ça sera la conclusion de cette intervention. Merci. Ton intervention. Avant de vous passer la parole, si vous avez des questions, moi j'aimerais bien que tu reviennes un peu sur le fonds d'archives SIM dont on parlait ce matin, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant par rapport à ce que... Non, t'inquiète pas. Sur ce que ça dit aussi du traitement des photographies quand elles sont conservées, où on en parlait avec Marie-Eve, l'avait aussi abordé par rapport à cette question d'actualité, où on avait un tirage, mais c'était une matrice qui pouvait être réinterprétée aussi au fil du temps, et que ça, c'est quelque chose que vous avez conservé et qui est accessible et qui montre bien aussi la vie et la vie de ces photographies, en fait. Oui, tout à fait. Le fonds Combier, en fait, on a essayé... on fait ça pour tous les fonds qu'on conserve de photographes, mais pour Combier, ça a été dès le début un enjeu. Déjà, quand on a reçu ce fonds en donation en 1975, l'entreprise était toujours en fonctionnement. Combier s'arrête au début des années 82, 3. Je sais plus. Donc c'était toujours en fonctionnement, donc en plus il y avait potentiellement le besoin pour Combier d'y revenir. Donc on a gardé la structure de classement de l'éditeur, à savoir par département, puis par commune, puis par iconographie. Et pour une même iconographie, alors déjà le principe commercial de Combier, c'était que les photographies devaient être le plus intemporelles possible. Donc, moins il y a de gens, mieux on se porte. Moins il y a de voitures, mieux on se porte. Moins on voit la mode dans les vitrines, mieux on se porte. Il avait d'ailleurs résolu le problème, parce que c'est un des tout premiers à avoir eu l'idée de mettre un appareil photo dans un avion pour faire de la photo commerciale et pas du renseignement militaire. Donc, l'idée, c'était d'être le plus intemporel possible, que la même image puisse être vendue le plus longtemps possible. Du coup, un même cliché, noir et blanc, au départ, pouvait être décliné en carte postale
noir et blanc, en carte postale couleur, et quand le goût des couleurs changeait 10-15 ans après, on rééditait la carte postale avec d'autres couleurs. Et nous, quand on a reçu ce fonds, on avait tous les interpositifs et internégatifs, tirage de lecture, carte postale éditée, de toutes ces variations. Et même parfois, tu me corrigeras, parce que tu arrives à être plus aimable que moi avec lui, donc moi, il ne veut plus me parler. L'idée aussi, c'était qu'il suffisait qu'il y ait 2 bars tabac dans la ville. Les 2 bars tabac pouvaient commander des images différentes. Et du coup, pour une même iconographie, tu avais des variations entre les 2 bars tabac. Il y en a un qui préférait avoir la vue de la ville avec un coucher de soleil, donc on colorait le ciel de manière à avoir un coucher de soleil. Et de l'autre côté, il y en a un qui préférait un truc nuageux avec le fil électrique qui disparaît, et on avait cette version-là. Et donc nous, on a toutes les étapes intermédiaires pour produire ces 2 photographies imprimées différentes. Pour toutes les communes de France, parce qu'on conserve pour toutes les communes de France la production de Combier à peu près des années 60 à peu près, et quelques vues avant aussi. Ouais. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Tu as le droit de me corriger si j'ai dit une bêtise. Eh bien, Rose, c'est à toi. Oui. Merci pour votre présentation. Une question sur ce Silvio. Non, c'est pas... Zilio de Freitas. Voilà, Zilio de Freitas. Comment est-ce qu'il arrive à collectionner tout cela, et comment est-ce qu'il arrive au musée Niepce? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a... Je sais pas, j'y étais pas. Pour le coup, j'y étais pas. Moi, je suis juste récipiendaire du contrat de vente, etc. J'ai pas tous les échanges qui ont précédé. Je saurais pas vous répondre, sans dire de bêtises, à part que j'ai vécu, moi, les derniers échanges avec lui, la 4e et la 5e collection. La 4e qu'on a été chercher, la dernière qu'on a été chercher, et la 5e qu'on a refusée. Le titre était un peu fou, était un peu harcelant, et donc, peut-être nous avons été les seuls couillons à accepter d'accueillir la collection. Lui, c'était réellement une passion, mais je le connais pas assez. Je l'ai rencontré qu'une fois, plutôt sur la fin, ouais. Et il était très fou et très volubile, et on n'arrivait plus à dégager le vrai du faux dans les échanges qu'on pouvait avoir avec lui. Et j'y étais pas, moi, dans les premiers échanges, mais tout s'est fait entre 97 et 2003. Et il n'avait rien à voir avec ça, de mémoire. Il était documentaliste à l'UNESCO, ou dans un bureau de l'UNESCO à l'époque. C'est un peu comme ça qu'il voyageait aussi. Mais je dirais des bêtises en disant plus. Voilà. En tout cas, elle nous a été proposée, et on a accepté, et elle est là. Et on a accepté 4 fois et refusé une 5e. Voilà. Je ne peux pas dire de plus. Est-ce que vous avez une autre question sur cette riche collection qui reste encore à explorer? Oui. On travaille pour l'avenir. Ouais.